Préalable naturel indispensable à l'implantation des usines, l'eau de la Vienne et de l'Envigne concourt au développement industriel de la manufacture d'armes de Châtellerault, avec un apport, qu'il soit direct ou indirect, d'une force motrice à l'aide de dispositifs différents. Tout d'abord des roues, ensuite turbines et machines à vapeur. La présence des cours d'eau conditionne dès 1817 le lieu d'implantation contrôlant la navigation de la Vienne et la voie routière du nord au sud. Châtellerault a une importance stratégique. La Vienne y est un puissant cours d'eau. Pour preuve, le projet d'implantation de la manufacture prévoit que la force motrice des eaux de la Vienne et de l'Envigne seront utilisées pour actionner les machines. Courant 1817, le colonel Coty, qui est directeur général des manufactures d'armes, trouve l'endroit idéal sur la rive gauche de la Vienne, en amont du pont Henri IV. En septembre 1818, avant même la création officielle, un tracé des profils de la Vienne est effectué afin de déterminer l'emplacement du futur barrage, indispensable à la construction d'usines hydrauliques en aval. Les travaux du barrage commencent en 1821 avec la pose de la première pierre le 15 août. En août 1823, donc 2 ans plus tard, le barrage est terminé avec une longueur totale de 105 mètres et une hauteur totale de 3,60 mètres. En 1841, à la suite d'une crue exceptionnelle de 1840, un déversoir est construit par le service des ponts et chaussées de la Vienne. Son état actuel. Première force motrice, l'eau se transformera en vapeur avant d'actionner plus tard une centrale électrique. Une augmentation de la puissance est constamment recherchée. À partir de 1821, l'eau fournit la force motrice des premières usines à l'aide de roues puis de turbines. Les 5 usines hydrauliques en bord de Vienne sont concernées. 3 pour la fabrication de l'arme blanche, 2 pour l'arme à feu. Ces usines sont alimentées par un canal qui déverse l'eau dans des pertuis aménagés entre chaque usine, où sont installées des roues en fonte. Situées entre les usines, les 8 roues actionnent les mécanismes des 5 bâtiments, les martinets de forge, les alaiseuses, les tours à canon et les meules à aiguiser. Ces roues sont dites de côté à coursier circulaire. Demandant beaucoup de précision, la fonte est employée pour leur réalisation par les mécaniciens Émile Martin. Pour éviter leur submersion lors des crues de la Vienne, le seuil des coursiers est élevé de 0,64 mètres au-dessus de l'étiage avec une réduction de la chute utilisée à 1,86 mètres. Un système d'arbres et une série d'engrenages transmettent le mouvement aux différents mécanismes permettant de forger, forer et aiguiser des pièces de métal pour la fabrication des armes. On a un exemple, fonctionnement du martinet. À partir de 1844, ces roues motrices sont remplacées par des turbines plus puissantes. Le 6 avril 1844, une turbine Fourneyron est mise à l'essai pour remplacer la roue numéro 1. En 1848 et 1850, 2 autres roues sont remplacées. En 1866, la force est fournie par 7 turbines et 3 roues hydrauliques plongées, je dis bien plongées, dans les pertuis. Les ateliers sont alors éclairés au gaz. Là également, je vous présente une coupe verticale pour l'axe de la turbine, une turbine justement fontaine. Le projet d'installation ensuite de 100 chevaux de 2 turbines au pertuis numéro 2, c'est des coupes et plans du 14 juin 1895, c'est beaucoup plus tard. En 1889, la force hydraulique utilise 12 turbines, toujours présentes à la fin du XIXe siècle, ainsi réparties dans les pertuis. De 1886 à 1889, la transformation de l'eau en vapeur modernise la fabrication en associant les turbines et les moteurs à vapeur. Les turbines ne disparaissent pas. L'essor de la fabrication oblige d'associer aux turbines des moteurs à vapeur de grande puissance implantés sur la terre ferme. La vapeur devient prépondérante dans la mise en action des machines-outils et le chauffage des locaux. En 1884, la vapeur nécessaire aux 2 machines de 50 chevaux installées sur le terre-plein de la manufacture est fournie par 4 générateurs Farco accouplés 2 à 2.
Chacun des générateurs est constitué par un corps de chaudière et 2 bouilleurs latéraux superposés. Durant les années 1886-1889, l'adjonction aux machines hydrauliques de puissants moteurs à vapeur est décidée. La vapeur alimente également des chaufferies diffusant la chaleur par un système de tuyauterie dans l'ensemble des ateliers. Des bâtiments abritent les chaudières et les générateurs à vapeur. Des cheminées d'évacuation des fumées construites entre 1886 et 1889 sont les traces les plus visibles aujourd'hui de ces constructions. Contemporain dans sa construction, le château d'eau disparaîtra en avril 1985. En 1887, 8 chaudières Schneider horizontales tubulaires à foyer intérieur sont installées. En 1889, une galerie sert d'abri aux bouilleurs appelés à desservir les moteurs de la grande usine. 13 générateurs de torpilleurs, donc des bateaux, remplacés en 1907 par 4 générateurs de vapeur Babcock et Wilcox, offrent une puissance qui impose l'édification d'une cheminée haute de 61 mètres. Cette cheminée, c'est celle qui se retrouve au centre des archives du personnel et de l'armement et du personnel. En 1889, les moteurs à vapeur en activité actionnant les transmissions des usines se répartissent ainsi. Ce plan, le plan qui suit, représente l'implantation des machines à la fin du XIXe siècle. Des turbines équipent toujours les usines entre le canal et la rivière. Vous les voyez en bas, elles sont indiquées en bleu. En 1912, le directeur de la manufacture précise l'existence de générateurs de vapeur de différents modèles, Farco, Belleville, Schneider et compagnie, Babcock et Wilcox, qui alimentent en vapeur des marteaux-pilons, des machines à vapeur Corliss et Farco. Par des courroies et des arbres de transmission, ces machines actionnent plusieurs milliers de machines, ainsi que des dynamos servant à l'éclairage électrique depuis 1888. Le plan de la même implantation est ceci en 1926. On a toujours des usines hydroélectriques. Il n'y a pas de reste. Un siècle plus tard, en 1921, l'eau actionne une centrale électrique dotée de turbines. Pendant la Première Guerre mondiale, une centrale thermique est construite. Le courant alternatif est substitué au courant continu. Entre 1918 et 1922, la centrale hydroélectrique voit jour. De grands travaux accompagnent cette construction. Ils visent à modifier le barrage pour l'adapter à la production électrique. De type au fil de l'eau, il comprend 2 évacuateurs de crue automatiques et 3 clapets à contrepoids. À son ouverture, il est muni de 4 turbines de type Kaplan. Vous avez le plan justement d'implantation des turbines et vous avez une représentation d'une turbine là-haut. À la fin de 1921, la manufacture dispose d'une puissance supérieure à ses besoins. Désormais, l'électricité est utilisée pour la production et non plus seulement pour l'éclairage des ateliers. Au cours de la nuit du 30 au 31 août 1944, les centrales hydroélectriques et thermiques subissent de très graves dommages au départ des Allemands. La remise en état de la centrale hydroélectrique est terminée le 31 décembre 1945. Elle est reconstruite et agrandie en 1948 et terminée le 28 décembre 1950. Durant toute l'existence de la manufacture, l'eau lui a donc fourni une force motrice avec l'usage de dispositifs de plus en plus performants. Cet aspect de l'utilité de l'eau, certes essentiel, n'a pas été le seul. En dehors de son rôle moteur, l'eau a connu un usage diversifié dans le fonctionnement journalier de l'établissement. Associé aux techniques de fabrication, l'eau a également été un élément d'hygiène et de confort. Mais ceci est une autre histoire. Merci.